Pensez-vous savoir qui représente la plus grande menace pour la Russie? Détrompez-vous. Alors que les États-Unis sont souvent considérés comme le principal challenger de Vladimir Poutine, il existe un autre pays qui devrait le faire trembler. Et ce n'est pas celui auquel on pourrait s'attendre. Bien entendu, nous nous concentrons souvent sur des géants géopolitiques comme les États-Unis, la Russie et la Chine. Mais regardez attentivement la Russie et vous verrez un adversaire surprenant sortir de l'ombre. Ce n'est pas l'Amérique, mais son voisin du Nord, le Canada, qui constitue le principal défi pour Moscou. Oui, vous avez bien entendu? Le Canada a bien plus d'influence sur l'avenir de la Russie que beaucoup, y compris Poutine. Ne l'imagine. Dans cette vidéo, nous examinons pourquoi le Canada est une telle épine dans le pied de Moscou et pourquoi il constitue une menace sérieuse. Et tout cela se résume à un seul champ de bataille, l'océan Arctique. En avril 2021, la Russie a déposé une demande auprès des Nations Unies, ONU, pour occuper la majeure partie de l'océan Arctique et de ses fonds marins. La proposition envisage d'étendre les revendications territoriales de la Russie sur les eaux arctiques aux frontières des zones économiques exclusives du Canada, AOZI. Selon le droit maritime, une OZI est une zone de l'océan sur laquelle un pays peut occuper un territoire jusqu'à 200 000 marins d'une de ses côtes. Dans cette zone économique exclusive, une nation peut exploiter les ressources naturelles trouvées à son propre bénéfice sur la base de revendications territoriales, ainsi que contrôler les navires traversant le territoire. Dans une entrevue avec CBC, Philip Steinberg, professeur à l'Université de Durham, a déclaré que la capitulation de la Russie devant l'ONU élargirait ses propres et eaux territoriales de plus de 270 000 km², tout en lui donnant le contrôle des eaux qui sont essentiellement la porte dérobée du Canada. Bien entendu, le Canada s'est opposé à cette affirmation, notamment parce qu'il présentait sa propre position, qui chevauchait celle du territoire que la Russie tentait de revendiquer. Robert Hubert, professeur de sciences politiques à l'Université de Calgary, a souligné que les demandes off de la Russie chevauchent celles du Canada dans la région de l'Arctique, mais vont bien au-delà. C'est une situation dans laquelle eux, c'est-à-dire la Russie, prétendent que l'ensemble du plateau continental canadien et danois fait partie de leur plateau continental. D'autres commentateurs de l'époque avaient adopté une approche plus détendue. Parmi eux, Whitney Lackenbauer, professeur à l'Université Trent, a souligné que la Russie avait pris les mesures juridiques appropriées pour faire valoir ses revendications. Il estime également que la Russie ne croyait pas sérieusement qu'elle obtiendrait une partie significative du territoire qu'elle convoitait. Au lieu de cela, il a cherché à amener le Canada, le Danemark et d'autres pays revendiquant le plateau continental arctique à la table. La décision de négocier où se situerait la frontière finale était toujours sur la carte, a-t-elle ajouté. En d'autres termes, la Russie essayait simplement d'accélérer une discussion qui était déjà sur le point d'avoir lieu. Néanmoins, la proposition a été considérée comme un défi aux droits souverains du Canada dans l'Arctique. Fin 2023, la question n'était toujours pas résolue, et la Russie soulignait une nouvelle fois la nécessité d'exercer une influence dans l'Arctique. Le commandant naval du pays, l'amiral Nikolai Yevmenov, l'a clairement indiqué lorsqu'il a déclaré qu'il était nécessaire d'étendre complètement le plateau continental au-delà de la zone économique exclusive de 200 000 du pays. En d'autres termes, la Russie doit exercer davantage de contrôle sur l'Arctique. Selon le ministère maritime, cela couvrirait 70% de l'océan, même si les négociations seraient au point mort, car la Russie était engagée dans une opération militaire spéciale en Ukraine au moment de la déclaration. Les questions sont désormais simples. Pourquoi tout cela est-il important? Quel rapport cela a-t-il avec l'influence du Canada sur la Russie? Commençons par pourquoi c'est important. Une partie du problème réside dans la propriété du gaz et du pétrole. Selon Just Energy, l'Arctique recèlerait au moins 90 milliards de barils de pétrole et 1,669 billion de pieds cubes de gaz naturel. Ajoutez 44 milliards de barils de liquide de gaz naturel et vous obtenez un territoire extrêmement riche. Le pétrole, à lui seul, offre des milliards de dollars de revenus potentiels. Au moment de cette vidéo,
Le baril de pétrole brut se vendait à 82,71 $, ce qui signifie que 90 milliards de barils représenteraient des revenus de plus de 7,4 billions de dollars. Plus important encore, ces gisements de pétrole et de gaz ne représentent rien que ce qui a été découvert jusqu'à présent. Comme le souligne Just Energy, une grande partie de la région arctique reste inexplorée, à la fois en raison de conflits territoriaux et des nombreux défis associés à l'exploration d'une zone aussi inhospitalière, ce qui signifie que davantage de pétrole et de gaz pourraient être disponibles. Le pétrole et le gaz sont importants pour la Russie. Son secteur énergétique produit en moyenne 20% du produit intérieur brut, au PIB, par an, un chiffre qui varie en fonction des prix. Si la Russie parvient à contrôler davantage de pétrole et de gaz, elle pourra contrôler les approvisionnements et renforcer ainsi son influence géopolitique et économique. Les revendications de la Russie sur l'Arctique visent à créer une telle influence, et le Canada est l'un des principaux pays qui lui font obstacle. Il est également clair que le Canada revendique la propriété des fonds marins de l'Arctique. Si le Canada réussit, le pétrole et le gaz recherchés par la Russie pourraient se retrouver entre les mains des Canadiens, menaçant l'apport de la Russie sur les marchés énergétiques. La Russie a donc un double objectif: acquérir davantage de pétrole et de gaz toutes, en gardant ses ressources à l'écart des autres pays ayant des intérêts dans l'Arctique, comme le Canada et les États-Unis. Dans le cas de la Russie, d'autres facteurs économiques sont également importants. Selon la Fondation Carnegie, environ un tiers de tous les poissons pêchés en Russie proviennent de l'Arctique, ce qui fait de ces eaux l'une des principales sources de nourriture du pays. La Russie bénéficiera naturellement du réchauffement des eaux arctiques, nous y reviendrons plus tard, d'ici 2030, ce qui, selon elle, poussera les stocks de poissons vers le nord, dans les zones économiques exclusives existantes. Pourtant, avoir le contrôle de la majeure partie de l'Arctique signifierait une plus grande liberté pour son industrie de la pêche. L'Arctique pourrait devenir la principale source de nourriture de la Russie et le poisson pêché pourrait également être exporté, ce qui stimulerait son économie. Il convient également de noter que la Russie exerce déjà un contrôle étendu sur les eaux arctiques. Le Conseil de l'Arctique est un forum intergouvernemental favorisant la coopération entre les 8 pays dont les côtes s'ouvrent sur l'océan Arctique. La Russie et le Canada sont des membres clés de ce conseil. Selon le Conseil de l'Arctique, la Russie occupait 53% de la côte de l'océan Arctique et 2,5 millions de personnes vivent sur le territoire qu'elle considère comme arctique. La Russie estime également que son histoire dans l'Arctique devrait lui donner droit à une part importante des eaux océaniques. Comme le souligne la Fondation Carnegie, la Russie est présente dans les océans depuis plusieurs siècles. En fait, c'est la découverte de gisements de pétrole et de gaz en Sibérie, situés au-dessous et au-dessus du cercle polaire arctique, qui a joué un rôle majeur dans l'expansion économique de la Russie dans l'ère post-soviétique. Ces découvertes ont soutenu la stabilité économique interne du pays. Par conséquent, avoir accès aux milliards de barils de pétrole et aux milliards de pieds cubes de gaz qui se trouvent sur le plateau de l'océan Arctique offrirait à la Russie une plus grande stabilité économique, ce qui, selon lui, est soutenu par des affirmations historiques. Qu'est-ce que tout cela signifie jusqu'à présent? La Russie et le Canada sont engagés dans une bataille pour la domination des eaux arctiques en dehors de leurs zones économiques exclusives. Tous deux ont soumis des revendications de souveraineté à l'ONU sur les eaux au-delà d'eux. Bien que la revendication de la Russie en 2021 soit la plus célèbre, étant donné qu'elle donnerait essentiellement à Moscou le contrôle de l'ensemble de l'Arctique en dehors des zones économiques exclusives des autres pays. Les actions russes en Ukraine ont également suspendu les négociations sur les conflits territoriaux. Le contrôle de ces eaux aurait une valeur économique inestimable pour la Russie et le Canada en raison des gisements de pétrole et de gaz de l'Arctique, découverts et non découverts. D+. Un tel contrôle renforcerait les industries de la pêche des deux pays, la Russie en particulier ayant le potentiel de faire de l'océan Arctique une source alimentaire majeure. Chacune de ces questions met en évidence pourquoi le Canada pourrait devenir une telle menace pour la Russie.
S'il parvient à étendre ses revendications territoriales dans l'Arctique aux dépens de Moscou, il aura accès au pétrole et à la pêche, ce que souhaite la Russie. Cela ne suffirait pas à faire s'effondrer l'économie russe. Ce serait toujours un pays riche en pétrole et en gaz, dont la majeure partie proviendrait des zones économiques exclusives existantes dans l'Arctique. Cependant, la Russie perdrait une opportunité d'améliorer sa stabilité économique et alimentaire. Ce qui est un problème important, étant donné qu'entre 2019 et 2021, en moyenne, 400 Russes ont été considérés comme souffrant d'insécurité alimentaire grave. Cependant, cette question, bien qu'importante, ne constitue pas la plus grande menace que le Canada représente pour la Russie dans l'Arctique. Cela peut se résumer en 3 mots. Passage du Nord-Ouest pour les premiers explorateurs du monde. Le passage du Nord-Ouest était davantage un mythe qu'une possibilité réelle. Cependant, cela n'a pas empêché des siècles d'expéditions pour trouver une route sûre à travers les eaux arctiques, en grande partie en raison des avantages commerciaux qu'une telle route apporterait. Discovering the Arctic, un groupe de recherche britannique, présente un calendrier général pour la recherche du véritable passage du Nord-Ouest. Il affirme que les Inuits sont largement considérés comme le premier groupe de personnes à avoir exploré l'Arctique et que cette exploration les a amenés à découvrir le passage du Nord-Ouest, qu'ils pourraient utiliser à des fins commerciales. Cependant, au cours de cette période, les passages étaient à Internet limités et les Inuits ne pouvaient même pas regarder au-delà des routes commerciales locales parce qu'ils n'avaient pas encore découvert le monde au-delà de leur territoire. Les véritables recherches ont commencé au XVIe siècle. À cette époque, les pays européens et asiatiques commerçaient régulièrement et avaient établi des routes maritimes entre eux. Le problème était que ces routes obligeaient les équipages à passer des mois en mer, et qu'un navire naviguant de l'Europe vers l'Asie devait contourner l'Afrique australe pour atteindre sa destination. Un itinéraire plus court était nécessaire, ce qui a amené les explorateurs à tourner leur attention vers les voies navigables du Nord. Martin Frobisher fut l'un des premiers à tenter de construire le passage du Nord-Ouest. En 1576, il dirigea une petite flotte dans les eaux du Nord, dans l'espoir d'y trouver un passage sûr. Il a échoué. 2 années de mer le conduisirent jusqu'à la baie qui porte aujourd'hui son nom, mais il ne put aller plus loin. D'autres ont emboîté le pas, même si toutes les tentatives similaires se sont soldées par un échec. Cela resta le cas jusqu'en 1845, lorsque la reine Victoria d'Angleterre ordonna à Sir John Franklin de créer enfin un passage du Nord-Ouest sûr. Franklin était bien équipée. Elle avait un équipage de 134 marins et 3 ans de ravitaillement pour compléter le voyage. Les membres de la famille du marin étaient tellement convaincus de son succès imminent qu'ils envoyèrent même des lettres en Chine. Ces lettres ne parvinrent jamais aux marins. En 1848, il était clair que les hommes de Franklin n'avaient pas réussi à franchir le passage du Nord-Ouest. Au cours de la décennie suivante, des navires de sauvetage furent envoyés à plusieurs reprises et plus de 200 hommes et 40 navires recherchèrent les navires de Franklin. Finalement, en 1859, des corps furent découverts sur l'île du roi Guillaume, ainsi que des documents montrant que les navires de Franklin étaient gelés dans les glaces, et que ces hommes mouraient alors qu'ils cherchaient désespérément une terre pour débarquer. Cependant, Franklin a découvert plusieurs connexions dans le passage du Nord-Ouest, et les efforts de sauvetage ultérieurs en ont révélé encore plus. Cartographié. La région était à la portée du monde entier, même s'il a fallu près de 50 ans avant qu'un autre explorateur n'y parvienne. Cet homme s'appelait Roald Amundsen, un Norvégien qui traversait tout le passage du Nord-Ouest à bord d'un simple bateau de pêche de 21 pieds appelé Gojoa. En chemin, il a rencontré plusieurs tribus inuites dont la connaissance des eaux arctiques s'est avérée inestimable pour l'aider à cartographier les différentes connexions à travers le passage. Il a également rencontré de la glace et a été contraint d'attendre des mois, à divers endroits, avant que son navire puisse la traverser en route vers le pôle sud. Amundsen a essentiellement créé une preuve de concept. La navigation par le passage du Nord-Ouest était possible, mais à un coût élevé. Attendre que la glace fonde signifiait que la route était toujours non échangeable, car les mois passés à attendre rendaient les routes plus traditionnelles plus rentables.
Le passage du Nord-Ouest reste une légende, mais il semble que cela soit en train de changer. Comme l'indique la découverte de l'Arctique, trouver un passage sûr par le passage du Nord-Ouest rendrait les voyages en mer d'aujourd'hui presque 350 000 plus courts qu'ils ne le sont aujourd'hui. Actuellement, les navires naviguant des Amériques ou de l'Europe vers l'Asie passent généralement par le canal de Panama, une route fiable qui permet d'économiser environ 2 semaines sur un voyage typique. L'organisation cite en exemple les voyages entre Londres et Tokyo. Actuellement, un navire doit parcourir près de 300 000 pour effectuer ce voyage à travers le canal de Panama. Même en utilisant le canal de Suez, le trajet ne fait que des détours d'environ 250 000. S'il existait un passage du Nord-Ouest, les compagnies maritimes pourraient économiser du temps et de l'argent. Et ce passage deviendrait probablement l'un des plus importants du commerce maritime mondial. Cependant, le même problème qui a arrêté de nombreux premiers explorateurs existe toujours. Glace. Seules les brises-glaces les plus renforcées peuvent actuellement traverser en toute sécurité le passage du Nord-Ouest, car celui-ci est gelé la majeure partie de l'année. Revenons à la question. Quel est le rapport avec la Russie et le Canada? Earth.org fournit les réponses. Un article de septembre 2021, rédigé à peu près au moment où la Russie présentait sa position à l'ONU, révélait qu'il était peu probable que les eaux gelées du passage du Nord-Ouest le restent longtemps. Il affirme que le réchauffement climatique a provoqué un réchauffement outing, l'Arctique 2 fois plus rapide que n'importe quelle autre région du monde, et que le réchauffement entraîne une perte massive de glace. La source affirme que la glace arctique a déjà diminué de 75% depuis les années 1980 et que 2050 pourrait être la première année sans glace dans le passage du Nord-Ouest si le rythme actuel du réchauffement climatique n'est pas ralenti. Ces changements dans l'Arctique sont énormes pour la Russie, le Canada et tout autre pays revendiquant les eaux arctiques. Avec la disparition des glaces, il est possible de créer un passage du Nord-Ouest navigable sans navire brise-glace. La fonte offre également un meilleur accès aux ressources naturelles cachées sur le plateau continental arctique, notamment le pétrole, le gaz et les métaux, qui peuvent inclure le fer, le cuivre, les nickels, les zincs et les phosphates. De nouvelles voies de navigation peuvent être créées et, avec elles, un plus grand contrôle du commerce maritime pour chaque pays propriétaire de ces voies. Les options militaires ne manqueront pas non plus. Le pays contrôlant le passage du Nord-Ouest pourrait non seulement remplir les eaux avec ses propres navires, mais également interdire à ces navires de voyager en provenance des pays en conflit. La Russie a déjà manifesté un vif intérêt pour l'établissement de routes commerciales maritimes du Nord. En septembre 2023, Reuters a fait état de la coopération de la Russie avec l'Inde et la Chine dans le cadre d'un effort visant à développer davantage de brise-glace qui lui permettraient de stimuler le commerce le long de la route de la mer du Nord. Bien que la route maritime du Nord ne soit pas la même et ne soit pas aussi large, elle est confrontée à bon nombre des mêmes problèmes en termes de glace, bloquant les voies de navigation. L'itinéraire, qui part du port russe de Mourmansk vers l'est et se dirige vers le détroit de Bering en Alaska, a longtemps été considéré comme une alternative à l'utilisation par la Russie du canal de Suez. Un nombre croissant de transactions commerciales est également observé. La Russie a utilisé cette route maritime du Nord pour transporter 34 millions de tonnes de marchandises en 2022. Elle espère plus que doubler ce chiffre pour atteindre 80 millions d'ici fin 2024, avec un objectif de 200 millions de tonnes d'ici 2031. La Russie estime avoir besoin de 50 brises glacées supplémentaires pour atteindre son objectif de 200 millions de tonnes. La fonte des glaces de l'Arctique pourrait rendre cette question discutable. Le fait est que la Russie considère les eaux du nord de l'Arctique comme une route commerciale importante qu'elle souhaite utiliser. Il en va de même au Canada, où le potentiel de ces eaux est apprécié depuis plus d'une décennie. Et en octobre 2013, Gerard Kenny a publié un article dans l'Encyclopédie canadienne soulignant que la glace est la seule chose qui empêche une navigation est-ouest fiable dans le passage du nord-ouest et que la glace deviendra moins problématique
à mesure que les glaciers et les chambres de neige de l'Arctique disparaîtront. À ce stade, dit-il, la valeur commerciale des routes maritimes nouvellement ouvertes à travers l'Arctique sera énorme, et le détroit du Prince de Galles et le détroit de McClure joueront un rôle clé dans ces nouvelles routes. Les deux sont également considérés comme un territoire canadien. Le détroit du Prince de Galles se trouve dans les territoires du nord-ouest du Canada, séparant l'île Victoria de l'île Banks. Il s'agit d'une route possible pour le mythique passage du nord-ouest, car le canal Perry, une étendue d'eau de 600 milles, s'étend à l'ouest de la baie de Baffin jusqu'au détroit. Historiquement, le détroit du Prince de Galles a été considéré comme non navigable en raison de la quantité de glace qu'il contient. Mais comme cela a été établi précédemment, cela pourrait bientôt ne plus poser de problème. Dit même, le détroit de McClure est un territoire canadien qui forme l'extrémité nord-ouest du canal Perry mentionné précédemment. Il s'étend vers l'est jusqu'à la baie de Baffin et a également été désigné comme une route potentielle dans le passage du nord-ouest. Une fois de plus, la glace pose problème, à tel point qu'en 1969, le pétrolier américain SS Manhattan s'est retrouvé coincé dans le détroit de glace, ce qui a nécessité son sauvetage par un brise-glace canadien avant de pouvoir terminer la traversée. En 2013, Kenny pensait que le Canada serait bientôt confronté à des revendications contre sa souveraineté sur les deux détroits, et que ces revendications étaient le résultat direct du désir d'autres pays d'exploiter le nouveau passage du Nord-Ouest. Tout cela nous amène à la Russie et à son application en 2021. La Russie ne semble avoir fait aucune tentative pour résoudre aucun de ces détroits, et le Canada se réserve le droit de réglementer toute activité qui y est menée. Toutefois, à mesure que le passage du Nord-Ouest passe du statut de mythe à celui de possibilité ultime, cela pourrait changer. La Russie souhaite peut-être un accès illimité à ces détroits pour pouvoir mener davantage de commerce sans dépendre du canal de Suez. Par conséquent, les revendications formulées au cours des dernières années ne sont peut-être que la pointe de l'iceberg, sans jeu de mots, lorsqu'il est question de souveraineté sur les eaux qui constitueront le passage du Nord-Ouest. Le problème pour la Russie, c'est que le Canada détient toutes les cartes en main dans ces détroits et îles arctiques qui lui permettent d'affirmer ses revendications. Cependant, Moscou pourrait trouver un allié inattendu qui souhaite à l'avenir étendre son influence dans l'Arctique, les États-Unis. Dans un article d'avril 2020, le Brown Political Review a examiné la possibilité d'ouvrir le passage du Nord-Ouest et l'impact qu'un tel événement pourrait avoir sur les relations canado-américaines. Il note que les deux pays sont généralement des alliés et des partenaires commerciaux, et que tous deux sont également membres de l'OTAN. Même si l'idée d'un passage du Nord-Ouest est depuis longtemps un point de discorde entre eux. En particulier, les États-Unis contestent les revendications du Canada sur les eaux côtières bien au-dessus de la côte nord du pays, les îles arctiques susmentionnées et les détroits qui les traversent faisant partie de ce différend. Le Canada revendique ces eaux comme étant les siennes sur la base de terrain. L'histoire est de plusieurs affaires tranchées par la Cour internationale de justice. Sur le plan historique, on fait valoir que la longue histoire d'utilisation de ces eaux par les Inuits les fait partie du territoire canadien, et cette affirmation est étayée par des affaires judiciaires. D'un autre côté, l'Amérique présente son interprétation de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, CNUDM, comme un contrepoint à l'argument du Canada. Il reconnaît la CNUDM comme une loi internationale, même si elle n'a jamais été ratifiée en tant que telle par le Congrès des États-Unis, et soutient qu'en vertu de la CNUDM, les îlots contestés devraient être considérés comme un détroit international. En d'autres termes, personne ne devrait avoir le contrôle. Pendant des décennies, ces différends a couvé sous la surface et n'a pas vraiment nécessité de résolution. Après tout, les eaux en question sont gelées une grande partie de l'année, ce qui signifie qu'elles ne sont pas réellement destinées au transit maritime. Il y a eu des points chauds mineurs, y compris le problème sous-mentionné du SS Manhattan, mais aucun ne cherchait activement une solution. Cela va changer. À mesure que la glace arctique fond, le passage du Nord-Ouest apparaît comme une route maritime potentielle. En tant que tel, il est déjà utilisé. En 2018, plus de 20 millions de tonnes de marchandises ont transité par ce passage,
Mais le manque de glace ouvre la porte au transport de milliards de tonnes. Les États-Unis soutiennent que transformer les îles sur lesquelles le Canada revendique sa souveraineté en eau internationale créerait un détroit international. Le Canada pourrait encore réglementer certains aspects du trafic fluvial, mais n'aurait pas le pouvoir d'interdire le transport maritime international. Ce serait bon pour la Russie. Les revendications américaines ont aussi un aspect militaire. Ces dernières années, la Russie a accru sa présence militaire dans le cercle polaire arctique. En novembre 2022, Reuters a rapporté que depuis 2005, la Russie avait rouvert au moins 10 bases militaires de l'ère soviétique dans l'Arctique, abritant des navires russes modernisés. Plus inquiétant encore, la Russie développerait des missiles hypersoniques qui pourraient être installés sur ces bases, ce qui lui donnerait la capacité d'attaquer l'Amérique du Nord si nécessaire. Actuellement, le nombre de bases russes dans le cercle polaire arctique dépasse d'environ un tiers. Le nombre de bases de l'OTAN et le contrôle russe sur la plupart des eaux arctiques ouvrent potentiellement la possibilité de créer de nouvelles bases. D'autres mesures russes incluent le dévoilement de 2 sous-marins nucléaires, a rapporté CBS en décembre 2023, suggérant que la Russie considère l'ensemble de la région arctique comme cruciale pour son expansion militaire. L'empreinte de l'OTAN dans l'Arctique est actuellement en retard d'environ 10 ans sur celle de la Russie. Selon le rapport, un problème qui touche à la fois le Canada et les États-Unis. Cela nous amène à une situation complexe. L'affirmation des États-Unis selon laquelle les eaux souveraines canadiennes devraient devenir des eaux internationales bénéfiques tant pour les États-Unis que pour la Russie sur le front commercial. Cependant, il pourrait évoquer la possibilité que la Russie utilise cette désignation pour lancer des exercices, utilisant subtilement sa flotte pour menacer l'Amérique du Nord. Essentiellement, le Canada mène une bataille sur 2 fronts, l'un contre le territorialisme russe et l'autre pour trouver un compromis approprié avec les États-Unis. Pourtant, la situation actuelle du Canada en fait un acteur clé dans la région émergente de l'Arctique. Cela représente une menace très importante pour la Russie pour plusieurs raisons. Sur le plan commercial, le Canada continuera d'exercer sa souveraineté et user de son influence au Conseil de l'Arctique pour empêcher la Russie d'étendre son territoire. Territoire sera essentiel pour limiter la capacité de la Russie à commercer avec le reste du monde. Compte tenu de la situation actuelle en Ukraine, ce contrôle pourrait même être considéré comme crucial pour d'éventuelles sanctions futures contre la Russie après l'ouverture du passage du Nord-Ouest. La Russie a également montré qu'elle souhaitait pénétrer dans les eaux arctiques à la fois par l'utilisation croissante de la route maritime du Nord et par l'expansion militaire dans la région. En plus du commerce, le Canada a également la possibilité d'empêcher la Russie de contrôler ses vastes ressources pétrolières et gazières et d'empêcher sa surpêche dans la région arctique. Ensuite, il y a le côté militaire. La Russie a clairement l'intention d'étendre sa présence dans l'Arctique. L'abandon par le Canada de ses revendications souveraines pourrait être la clé de cette expansion, du moins en permettant à la Russie de menacer plus directement les États-Unis. Mais tant que le Canada résistera, il deviendra une menace pour la Russie car il contrecarrera activement les ambitions de Poutine. Il contrôlera tout le commerce futur dans le passage du Nord-Ouest et sera probablement plus avantageux pour les navires de la marine américaine passant par les détroits qu'il détient actuellement. Pour ces raisons, l'Arctique, et en particulier le passage du Nord-Ouest, pourrait devenir un point focal géopolitique dans les années à venir, surtout après la fonte des glaces arctiques. Mais qu'en pensez-vous? Quel rôle le Canada jouera-t-il dans l'avenir des routes commerciales du Nord? Et a-t-il vraiment suffisamment de force pour menacer la Russie? Jusqu'où pensez-vous que la Russie ira dans ses efforts pour consolider son influence dans l'Arctique au cours des prochaines décennies? Partagez vos réflexions dans les commentaires et merci d'avoir regardé la vidéo.